Bonjour et bienvenue sur Parole de Leader. Je suis Hubert Cadet-D'Amato et je vous propose aujourd'hui une conversation avec un expert de la communication. Christophe Lacnit a été directeur de la communication, notamment chez Alcatel, chez Microsoft ou chez Naval Group. Il est aujourd'hui consultant en communication et il est aussi aux manettes d'un blog qui s'appelle Superception, qui est un média centré sur la communication, le management et le marketing. Ce podcast fait partie d'une série de contenus réalisés à l'occasion de la publication de la 9e édition du Communicator en partenariat avec les éditions Duno. Aujourd'hui, nous allons parler de la com de crise, un sujet qui est au cœur des préoccupations des entreprises et des communicants de différentes manières. Bonjour Christophe. Bonjour Hubert. Alors, nous enregistrons ce podcast avec vous en pleine période de déconfinement et quelque part en période d'incertitude. La crise n'est pas vraiment terminée, les conséquences du confinement sont encore devant nous. En tant que spécialiste et praticien de la com de crise, nous avons donc envie de vous demander vos ressentis et vos réactions sur la manière dont les entreprises ont géré la crise, comme on dit. Écoutez Hubert, ce qui je crois est intéressant de constater, c'est l'état dans lequel les entreprises sont entrées dans cette crise. Une de mes études favorites parmi toutes les études que je lis et qui est une étude annuelle, qui est une étude qui se déroule depuis 20 ans, donc qui a un historique et un référentiel fort, et le Trust Barometer de Edelman, donc qui est une étude annuelle mondiale extrêmement sérieuse. Et cette étude montre que les entreprises sont entrées dans cette crise. Alors évidemment, c'est une étude et un avis macro que je représente ici, mais elles étaient les institutions auxquelles les peuples faisaient le plus confiance, à égalité avec les ONG. Ça, c'est au niveau mondial. Si on regarde sur la France, les ONG étaient encore plus dignes de confiance aux yeux des Français que les entreprises. Malgré tout, au niveau mondial, c'est quand même un état très très fort que la confiance à l'endroit des entreprises soit équivalente à celle à l'égard des ONG, les médias et les gouvernements étant tous les deux un petit peu distancés par rapport à ces deux institutions. Ce préalable étant posé, par rapport à votre question, il y a deux manières d'y répondre sur le comportement des entreprises durant la crise. Il y a une manière anecdotique qui revient à prendre quelques cas emblématiques, et puis il y a une manière systémique qui est de regarder les données disponibles à ce sujet. Donc je vais commencer par la méthode systémique qui permettra d'introduire du coup ensuite quelques cas emblématiques. Alors, pour donner des indicateurs sur la gestion de la crise par les entreprises, je vais continuer à me référer à Edelman, qui a sorti une étude au mois de mai, qui est une étude intermédiaire, qu'ils ne sortent habituellement pas, mais vu le caractère exceptionnel de la situation cette année, ils ont sorti une étude dédiée à la perception des quatre institutions qu'ils analysent chaque année, donc toujours les ONG, les entreprises, les médias et les gouvernements, eu égard à la situation liée à la crise du Covid. Et alors là, je vais me concentrer plus sur la situation en France, qui est celle qui vous intéresse peut-être davantage, Hubert. Ce qu'on voit en France, c'est que la confiance dans les gouvernements et dans le gouvernement français a augmenté, mais qu'elle a augmenté moins que dans d'autres pays, notamment des pays voisins comme l'Allemagne et la Grande-Bretagne. Donc on a toujours cette situation de défiance qui caractérise un peu la relation des Français au pouvoir en ce moment. Et puis c'est aussi un des pays et un des seuls pays où la confiance dans les entreprises n'a pas augmenté. Le niveau de confiance dans les entreprises est resté le même qu'il était. Et donc ça c'est plutôt surprenant par rapport aux autres pays. Si je reviens un peu à une situation mondiale, pour revenir directement à votre question, une fois cette situation française évoquée, on s'aperçoit qu'au niveau mondial, il y a en fait une forte déception à l'égard des entreprises. Alors, si on essaye de la caractériser d'abord avec quelques données, premier point, les PDG sont jugés les plus décevants parmi les titulaires de ces institutions que Edelman suit par rapport aux attentes placées en eux. Seulement 29% des personnes interrogées à l'échelle mondiale considèrent qu'ils ont fait un travail remarquable et ils arrivent derniers à cet égard sur cette question. Alors, comment on peut analyser cet état de fait ? Premier point, je pense, et c'est évidemment la conséquence du niveau de confiance que j'évoquais dans mon propos liminaire à l'égard des entreprises. Plus les attentes sont fortes à l'égard d'une institution,
ou de ses représentants, évidemment, plus ces attentes peuvent être déçues. Alors, il se trouve qu'à l'égard des dirigeants d'entreprise, les attentes sont encore fortes, étant donné que 65% des personnes interrogées par Edelman au mois d'avril, et donc dans l'étude publiée au mois de mai, estiment que les dirigeants d'entreprise devraient prendre les choses en main dans la gestion de la pandémie. Et donc, évidemment, cette attente est, comme je le disais, extrêmement forte. Deuxième point, on s'aperçoit que les entreprises ne recueillent pas une majorité d'assentiments dans 3 domaines assez essentiels. La première, c'est la disponibilité de leurs produits dans cette période de crise. La deuxième est la protection de leurs collaborateurs. Et la troisième est la préparation du rebond post-crise. Dans ces 3 domaines, les entreprises obtiennent respectivement 47, 44 et 42% de jugements positifs. Donc, comme je le disais, en dessous de la majorité. Et ça m'amène à évoquer un point peut-être aussi qui peut expliquer la déception à l'égard des entreprises dans cette période de pandémie, qui est que dans cette crise, ce sont les gouvernements qui ont été en première ligne pour gérer la crise. C'est normal, on a vu le retour de l'État-providence et des missions régaliennes de l'État en première ligne. Et la perception à l'égard des entreprises, on peut aussi penser, comme c'est reflété dans les 3 chiffres que je viens d'évoquer, qu'elle est teintée par le fait que les personnes interrogées regardent les entreprises à la fois comme consommateurs, mais aussi comme collaborateurs, et que évidemment c'est une mission double à l'égard de laquelle les entreprises sont jugées, et ça peut peut-être expliquer une part de la déception, encore une fois, par rapport au niveau des attentes qui était très élevé. Alors, cette analyse succincte sur le plan systémique étant posée, en réfléchissant à notre entretien, j'ai évidemment réfléchi à quelques cas exemplaires, d'un côté positif ou d'un côté négatif. Et donc, je voudrais partager avec vous 2 cas qui symbolisent bien ce que je pense par rapport à la gestion de crise en général des entreprises. J'ai pris 2 cas de groupes hôteliers parce que ce sont 2 cas emblématiques et qu'évidemment les groupes hôteliers figurent parmi les entreprises, les secteurs d'activité les plus touchés par cette crise. Donc je vais commencer par le cas positif qui est un groupe hôtelier qui est notamment établi à Las Vegas avec des hôtels casinos qui s'appelle Wynn Resorts. Et donc eux, qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire? Ils ont décidé de continuer à payer leurs salariés pendant toute la période de fermeture de l'établissement, et non seulement à payer leur salaire, mais aussi à payer leur pourboire. Et évidemment, on sait que dans ces métiers, les pourboires, surtout aux États-Unis, représentent une part significative de la rémunération des personnes concernées. Et donc, c'est une mesure qui leur coûte 8 millions de dollars par jour. Encore une fois, alors que leurs établissements sont complètement fermés. En parallèle, ils ont aussi été très actifs dans leur communauté locale en faisant des dons, alors bien sûr de centaines de milliers de masques, mais aussi de dizaines de milliers de repas préparés dans les restaurants et par les équipes de cuisine de leurs établissements. Et ce qui est intéressant, je trouve, dans cet exemple, c'est que Wynn, le groupe Wynn a connu des crises récentes, notamment avec le départ de son fondateur pour une histoire de scandale éthique, mais que dans cette crise, il a un peu retrouvé ses fondamentaux, c'est-à-dire l'application de ce que lui considère être et communique comme étant sa raison d'être, qui est de prendre soin de ses parties prenantes. Et ce faisant, dans le traitement qu'il a eu de cette crise, le groupe Wynn et son nouveau patron, ou son patron récemment nommé, a donné à la fois du sens, non seulement à la gestion de la crise, mais aussi à ce que l'entreprise sera lors de son retour en activité, parce que à la fois ses collaborateurs qui ont bénéficié de ce traitement assez exceptionnel, surtout quand on connaît l'environnement du monde du travail aux États-Unis, et ses parties prenantes qui ont pu en être informées, verront avec un œil particulier la sortie de crise et la reprise d'activité du groupe Wynn. En regard de ce comportement plutôt exemplaire, même si aucune entreprise n'est évidemment jamais parfaite, on peut évoquer le groupe Marriott, alors qui est un groupe d'une toute autre envergure que Wynn, parce que Marriott c'est la plus grande chaîne d'hôtels au monde, et le Marriott a réalisé l'an dernier plus d'1,2 milliard de dollars de bénéfices. Et alors ce qu'a fait Marriott est assez intéressant à la fois en termes de gestion de crise et de com de crise, parce que Marriott a commencé par communiquer une vidéo très très émouvante, vraiment émouvante, et très empathique de son PDG qui se trouve être atteint d'un cancer,
qui donc a publié cette vidéo où il apparaît chauve en raison des traitements de son cancer et où il fait le lien entre sa situation personnelle et la crise que vit à la fois le monde entier et en particulier les collaborateurs du groupe. Et donc voilà, moi quand j'ai vu cette vidéo que j'ai d'ailleurs relayée sur mes canaux, je me suis dit quel exemple de management empathique et quel groupe qui donne envie d'être intégré dans ces parties prenantes. Et puis après, en fait, on s'est aperçu que la communication était beaucoup plus reluisante que les actions, parce que le groupe a ensuite, à l'inverse de Win, mis à pied la majorité de ses collaborateurs américains. Et on sait qu'aux États-Unis, quand on a cette décision qui est prise à l'égard de ses collaborateurs, on met en danger l'accès des collaborateurs à l'assurance maladie, ce qui est évidemment une décision lourde de conséquences dans le cadre d'une crise sanitaire. Que parallèlement, le groupe Marriott a décidé de payer plus de 160 millions de dollars de dividendes à ses actionnaires, en même temps qu'il mettait donc ses collaborateurs en difficulté, et que, troisième action prise dans la même séquence, il a proposé d'augmenter la rémunération de son PDG. Donc, ce qui est intéressant, c'est que on peut pas juger une communication de crise de manière décorrélée des actions prises par les entreprises. Et moi, j'aime bien employer un néologisme qui est qu'à côté de communication, il faut parler de communique-action. C'est-à-dire que d'un côté, on communique et de l'autre, les entreprises prennent des actions et que certes, la com, de temps en temps, et surtout dans des situations de crise, et notamment la com des dirigeants, peut être une com performative, mais elle ne peut pas pour autant être complètement déconnectée de la réalité des entreprises. Et l'autre liaison que j'aime bien faire avec le terme communication, c'est que communication, étymologiquement, au XIVe siècle, ça voulait dire mettre en commun. Et dans communication, on retrouve la même racine que communauté. Et il est important, à mes yeux, que la communication d'une entreprise en permanence et particulièrement en période de crise soit aussi destinée à refléter le rôle de l'entreprise vis-à-vis de ses communautés. Et à l'égard de ça, on voit que la vidéo de Marriott était certes beaucoup plus empathique, beaucoup plus émouvante et beaucoup plus forte que les vidéos diffusées par le PDG de Win, qui a aussi fait des vidéos pour expliquer ce qu'il faisait. Alors les vidéos étaient moins bien produites et encore une fois, le PDG de Win avait moins d'empathie dans son discours que celui de Marriott. Mais in fine, on voit que quand on regarde pas seulement la communication, mais la communique-action, la communication de crise de Marriott risque de produire plutôt un effet boomerang, évidemment en premier lieu vis-à-vis de ses parties prenantes internes. Alors l'autre jour, nous recevions sur Parole de Leader une spécialiste de la communication financière, Stéphanie Lacantaoui de Publicis, et elle nous disait justement qu'aujourd'hui, la communication financière avait changé notamment sous l'impulsion des réseaux sociaux, puisqu'on ne peut plus tellement se permettre d'avoir en même temps les annonces d'augmentation du PDG, les annonces de partage de dividendes, en même temps que peut-être on fait un plan social. Et évidemment, ça tombe sous le sens. Mais alors, comment est-ce qu'on peut expliquer qu'une entreprise mondiale comme Marriott fasse ce qui a l'air d'être une bêtise, tout simplement? C'est d'autant plus étonnant que le PDG de Marriott était aussi, je crois, coprésident de l'initiative Business Roundtable, qui l'été dernier aux États-Unis avait posé comme un peu décret du monde de l'entreprise que désormais toutes les parties prenantes d'une entreprise devaient revêtir et avoir la même importance dans son management, ce qui allait à l'encontre de la pratique qui dominait d'avoir une partie prenante qui évidemment était plus importante que les autres, c'est-à-dire les marchés financiers et les actionnaires de l'entreprise. Donc la communication du groupe Marriott sur le rôle des communautés, des parties prenantes et sur l'empathie ne date pas de cette crise, elle est ancienne, et donc c'est d'autant plus étonnant. Je pense que, pour élargir un peu la question, je pense que les entreprises qui s'en sortent le mieux dans cette crise et toujours dans toutes les communications de crise, c'est celles, qui sont authentiques, c'est-à-dire qui continuent à se comporter comme elles se comportaient avant la crise et qui aussi se comportent pendant la crise de manière cohérente entre ce qu'elles font et ce qu'elles disent. Et puis ce sont aussi les entreprises qui donnent du sens, on y reviendra peut-être dans l'entretien, et les entreprises qui ne font pas ça font en sorte que leur com de crise finalement devienne aussi une crise de com. Et elles ajoutent par leur com de crise une nouvelle crise, cette fois-ci de com, à la crise sur le fond qu'elles essayent de gérer. Et je pense aussi
pour terminer sur ces exemples et sur d'autres cas, parce qu'on peut aussi parler du comportement d'Amazon pendant la crise, que pour certaines entreprises, peut-être pas pour Amazon, parce que sa position est tellement forte que ça risque de ne pas être le cas, mais je pense que pour d'autres entreprises, cette pandémie va être un peu un moment de vérité et un juge de paix pour la cohérence, encore une fois, entre les paroles et les actes. On parle beaucoup de raison d'être en ce moment depuis quelques mois et quelques années dans le domaine corporate. Et évidemment, il est plus difficile d'être en ligne avec la raison d'être qu'on affiche quand on traverse une crise comme celle-ci. Et je pense que, in fine, toutes les crises qui sont des crises importantes ou des crises assez graves sont des crises d'identité, au sens où elles challenge l'identité projetée par une entreprise ou par une institution ou par un gouvernement et la réalité au quotidien de cette identité. Et je pense que c'est ce qu'on observera avec plusieurs entreprises au sortir de cette crise. Alors, avec votre expertise et expérience de communicant, quels sont les conseils que vous donneriez en priorité à un collègue en termes de communication de crise, c'est-à-dire avant, pendant, après? Avant de venir au conseil proprement dit, il y a des points communs et il y a des points de différence. Je voudrais commencer par les points de différence qui sont liés au traitement de l'information et à l'évolution de ce traitement de l'information, évidemment depuis la révolution numérique, et ça a un impact non négligeable en termes de crise. Et avant même de regarder ce traitement de l'information, je pense qu'il faut considérer quel type de crise on essaye de traiter. C'est pas pareil pour les communicants d'une entreprise. Si la crise a été créée par elle-même, on peut prendre par exemple l'exemple des dérives éthiques de Uber, ou si c'est une crise subie par l'entreprise mais dont elle n'est pas responsable, ce qui est le cas pour la crise du Covid-19, pour toutes les entreprises qui n'y ajoutent pas une crise supplémentaire par leur propre comportement. Ensuite, je pense qu'il faut regarder sa gestion de crise en fonction de la nature, de la gravité, et puis peut-être aussi et surtout du nombre et des types de parties prenantes concernées, parce qu'évidemment, notamment dans la gestion de la com de crise, ça va avoir une grosse influence. Et puis, il y a un dernier élément que je mentionne de temps en temps sur Superception et qui est à mon avis très important en termes d'image, c'est celui de se déterminer, de se rendre compte si la crise confirme une perception négative déjà ancrée dans l'esprit des parties prenantes à l'égard d'une entreprise. Je parlais d'Amazon tout à l'heure, la crise du Covid a confirmé une perception ancrée chez beaucoup de parties prenantes eu égard aux conditions de travail des collaborateurs de l'entreprise, ou si à l'inverse, une crise vient remettre en cause une identité d'une entreprise. Et là, évidemment, c'est potentiellement beaucoup plus grave si c'est cette deuxième hypothèse qui est concernée. Alors ensuite, il y a encore une fois des points communs liés, comme je le disais, au nouveau contexte de l'information. Premier point, évidemment, on vit aujourd'hui avec les réseaux sociaux, mais au-delà de dire on vit avec les réseaux sociaux, je pense qu'il faut s'interroger sur les conséquences de ces réseaux sociaux en termes de gestion de crise. Alors, je vais enfoncer des portes ouvertes, j'espère le moins possible. Mais bon, évidemment, tout le monde sait que une des caractéristiques créées par les réseaux sociaux est de rendre les audiences actives. Ça veut dire que on peut aujourd'hui révéler des crises sur les réseaux sociaux. On a notamment beaucoup de pratiques en termes de lanceurs d'alerte et de révélations qui viennent de l'intérieur d'entreprises ou d'institutions, ce qu'on avait beaucoup moins dans le passé. Et puis, il y a évidemment aussi beaucoup plus de conversations autour des crises qu'avant. Il me semble que la conséquence stratégique de cet état de fait, c'est qu'il est de plus en plus difficile, voire impossible, d'adopter une stratégie du silence comme on pouvait encore le faire il y a une vingtaine ou une trentaine d'années dans la gestion de crise. Autre conséquence des réseaux sociaux, et c'est ce que vous disiez Hubert par rapport à votre entretien avec la personne de Publicis, on retrouve aujourd'hui sur les mêmes plateformes, sur les mêmes forums, sur les mêmes carrefours de discussion et d'expression, toutes les parties prenantes d'une entreprise. Et évidemment, l'entreprise doit prendre ça en considération parce que alors qu'il était encore possible, par exemple moi à mes débuts dans la communication, de définir des messages et d'adresser des messages un peu différents à différents types de parties prenantes. Aujourd'hui, on doit gérer la confluence de toutes ces parties prenantes sur les mêmes carrefours, encore une fois, d'expression et de discussion. Et ça a des conséquences majeures, notamment en période de crise.
Ça a des conséquences d'autant plus majeures que on sait, à partir de toutes les études qui ont été réalisées, que l'indignation et la colère sont les sentiments qui se répandent le plus vite sur les réseaux sociaux. Et du coup, évidemment, il faut gérer ça, et il faut gérer aussi l'éventuelle propagation de ces sentiments d'une partie prenante à l'autre, deux parties prenantes qui peuvent avoir des perceptions plutôt positives, contaminées ou avec un effet de contagion, d'autres parties prenantes qui peuvent avoir un effet plus négatif. Et cet effet de contagion en termes de perception, il existe aussi au niveau géographique. Le fait que tout le monde se retrouve sur les réseaux sociaux veut dire que, il n'y a plus de crise locale, parce que la moindre crise locale aujourd'hui peut devenir une crise nationale et demain une crise mondiale pour une marque. Et deux, il n'y a plus de petites crises. Parce que ce qui est considéré comme une petite crise, par exemple par une grande entreprise, peut être considéré comme une crise énorme par une de ses communautés dans un secteur ou dans une communauté géographique, et là aussi se répandre à travers les réseaux sociaux. Donc ce sont plusieurs facteurs qui me semblent importants de prendre en compte quand on regarde le traitement de l'information et de la communication autour des réseaux sociaux. Ensuite, il y a deux éléments qui sont liés là. Le premier aux médias d'information. Il y a l'accélération du cycle de l'actualité, du fait des chaînes d'information continue et des réseaux sociaux. Donc il faut avoir une rapidité et une agilité dans la gestion de crise de plus en plus importante, ce qui n'est pas toujours en ligne avec les méthodes managériales et les process internes aux entreprises. Et puis dernier point, on assiste à la montée en puissance de la manipulation de l'information, et on va voir dans les années prochaines certaines entreprises être concernées par les phénomènes qu'on voit autour des deepfakes, c'est-à-dire la manipulation de vidéos avec des technologies d'intelligence artificielle qui les rendent quasiment indétectables et demain complètement indétectables. Et puis peut-être encore plus dangereux pour les entreprises, la manipulation des deepfakes, mais non pas avec des vidéos, mais avec des audios. Et on pourrait assister à des manipulations, notamment de bourse, avec des faux enregistrements ou des enregistrements manipulés de dirigeants d'entreprises. Donc c'est un gros risque à prendre en compte. Alors après, cette introduction étant faite, pour venir à votre réponse sur les conseils, moi, j'aime bien toujours aborder la communication de crise en trois priorités qui valent pour avant, pendant et après par rapport à votre interrogation. La première, c'est d'essayer toujours de commencer par comprendre tout ce qui se passe et de récupérer le maximum d'informations. Pourquoi ? Parce qu'évidemment, une des recettes de la com de crise, si j'ose appeler ça recette, c'est de toujours essayer d'anticiper les coups d'après. Il faut toujours essayer de comprendre là où la crise va aller, notamment en termes médiatiques, quelle histoire risque de se raconter, quel rebondissement risque d'arriver. Et donc pour comprendre et anticiper ces rebondissements, il faut avoir une vue la plus télescopique et la plus périphérique possible de tous les éléments de la crise. Et encore une fois, ça permettra d'anticiper dans la communication et dans la gestion de crise les coups d'après et d'éviter un éventuel feuilletonnage. Toujours dans ce domaine de recueil et de gestion de l'information, je pense qu'il est aussi très important que les communicants dans la gestion de crise, et on parlera peut-être tout à l'heure de l'expérience particulière que j'ai eue en étant aussi gestionnaire global de crise, il est très important que les communicants participent à la prise de décision sur le fond de la crise. Parce qu'en période de crise, il y a encore moins d'écart entre ce qu'une entreprise fait et ce qu'une entreprise dit. Et il est aussi là très important d'anticiper et d'essayer de prendre le plus vite possible des décisions que parfois les dirigeants veulent repousser en se disant la crise va se régler toute seule ou la crise ne va pas aller à son paroxysme. Et moi, mon expérience dit que il est toujours mieux de prendre le plus vite les décisions les plus douloureuses parce qu'elles coûteront toujours moins cher en termes sonnants et trébuchants et en termes d'image à l'entreprise si elles sont prises rapidement que si elles sont prises au terme de 15 rebondissements d'une crise qui va affecter le moral des collaborateurs en interne, coûter de plus en plus cher à l'entreprise et détruire sa valeur en termes de marque. Deuxième priorité en termes de gestion de com de crise, c'est de communiquer de manière la plus transparente possible, y compris, incidemment pour rebondir sur mon point précédent, y compris sur ce que l'on ne sait pas à un moment donné de la gestion de crise. Et pour qualifier ou pour illustrer cet impératif, j'aime bien utiliser une expression. Vous savez, Hubert, on dit toujours on n'a qu'une occasion de faire une bonne première impression.
En com de crise, on n'a qu'une occasion de faire une deuxième bonne impression. Parce que la première impression, en fait, c'est celle qui est créée dans l'esprit des publics par la crise. Et donc la première communication, notamment quand on communique sur une crise, doit être encore une fois la plus cohérente, la plus transparente, possible, et la plus honnête sur ce que l'on sait, ce que l'on ne sait pas, quelles sont les responsabilités de l'entreprise, etc. Et cette transparence, évidemment, elle va aussi, et je commençais à l'évoquer, dans le fait d'assumer ses responsabilités, de faire preuve d'empathie pour les victimes, de pas chercher à se cacher, de s'excuser quand c'est justifié, et de donner ainsi une confiance par la transparence et par l'attitude qu'on adopte aux parties prenantes de l'entreprise. Ça a un impératif, évidemment, cette transparence, c'est que la plupart du temps, dans les situations de com de crise, la communication des entreprises est plus centralisée, parce qu'évidemment, pour assurer cette transparence, cette empathie, il faut une cohérence extrêmement forte de l'entreprise, et on assiste donc plutôt à une réduction du nombre de ses porte-paroles qu'à une multiplication de l'expression publique de l'entreprise. Et puis la troisième priorité que j'essaye toujours de suivre en termes de gestion de crise, et je l'évoquais un petit peu tout à l'heure, c'est celle de donner du sens. Donner du sens, ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire, premièrement, et je le mentionnais il y a quelques instants, ça veut dire donner confiance dans la capacité de l'entreprise à résoudre une crise. Et pour ça, il faut communiquer sur ce qu'on va faire, non seulement pour résoudre la crise, mais aussi pour s'assurer qu'elle ne va pas se reproduire de manière semblable. Parce qu'évidemment, une entreprise qui est confrontée à une crise et qui reste dans l'inaction, qui se cherche des excuses, qui ne cherche pas à tirer de leçons de cette crise et à la résoudre, finalement, elle ne donne aucun sens à cette crise, et surtout, elle ne donne pas confiance à ses parties prenantes. Donc, il faut démontrer ce qu'on fait pour résoudre la crise, éviter qu'une autre crise ne se reproduise. Et moi, dans ce domaine, j'ai toujours deux axiomes de fondamentaux. Numéro 1, il faut toujours risquer d'en faire trop plutôt que de risquer de pas en faire assez, à la fois sur les actions qu'on prend et sur la com. Et deuxièmement, et je l'évoquais un peu tout à l'heure, il vaut mieux toujours faire bien vite que chercher à faire parfait en prenant plus de temps. Et puis donner du sens, au-delà de l'action dans la gestion de crise, c'est aussi toujours essayer d'imaginer le monde d'après. Et c'est très important, notamment vis-à-vis des collaborateurs de l'entreprise qui est concernée par la crise. Évidemment, cette réflexion sur le monde d'après, elle doit être menée de manière cohérente avec l'identité de l'entreprise, on en parlait tout à l'heure, et puis avec sa vision, quelle est sa stratégie, quelle est sa vision sur la durée, parce que c'est ce qui permet à cette réflexion d'être authentique. Et puis elle doit évidemment, c'est un présupposé, mais qui est aussi toujours plus utile en période de crise, elle doit être le plus collectif possible, c'est-à-dire impliquer autant que faire se peut les collaborateurs de l'entreprise. Et donc pour conclure, il y a une expression célèbre, Hubert, dans la com, on dit toujours qu'en termes de réputation, on monte par l'escalier et on descend par l'ascenseur. Et donc, ce qu'on évite avec la communication de crise et les trois priorités ou les trois préceptes que j'ai essayé d'évoquer, c'est de faire que cette descente en ascenseur ne soit ni trop rapide ni trop profonde, et que on se mette en position, une fois la crise surpassée, de reprendre une marche rythmée dans l'escalier de la remontée de sa réputation. Vous citiez tout à l'heure le fait que les communicants doivent être partie prenante au processus de décision pendant une crise. Et une crise, ce n'est pas que la gestion de la communication, ça concerne l'ensemble des directions de l'entreprise, donc ça suppose une coordination. Et évidemment, quand on est au milieu d'une crise, c'est rarement le moment où on est préparé, on peut prendre des décisions sur la façon de se coordonner. Est-ce que vous pouvez partager quelques enseignements tirés de votre propre expérience professionnelle sur le sujet ? Alors, il se trouve que je le mentionnais rapidement tout à l'heure, lorsque j'étais directeur de la communication du groupe DCNS à l'époque, aujourd'hui Naval Group, le président du groupe m'avait aussi géré la responsabilité de la gestion de crise au sens global, c'est-à-dire dans tous ses aspects, qu'ils soient business, techniques, juridiques, financiers, sociaux, etc., etc. Et donc j'ai eu cette mission pendant toute ma durée chez Naval Group, donc pendant 7 ans, et on a géré des crises, pour celles que je peux communiquer, parce qu'elles ont été publiques, que des problèmes techniques sur des navires. Alors les navires, c'est des sous-marins nucléaires ou le porte-avions Charles de Gaulle, dont évidemment des problèmes qui sur le plan technique me dépassaient de très très loin, et c'est un des enseignements sur lesquels je reviendrai tout à l'heure.
On a dû gérer aussi les suites de l'attentat de Karachi, tristement célèbre pour la mort et le fait que plusieurs collaborateurs du groupe aient également été blessés. Aussi gérer quelques faits divers. J'ai géré par exemple avec l'équipe l'extraction de collaborateurs du groupe de Mumbai en Inde lors des attaques terroristes qui avaient duré 4 jours sur plusieurs hôtels notamment de la ville. Gérer aussi l'extraction de collaborateurs du groupe qui étaient à Concepción au Chili quand il y a eu un tremblement de terre de magnitude 8,8 et un tsunami. Et puis après, évidemment, toutes les crises industrielles, sociales et autres que peuvent connaître des groupes de cette taille. Cette expérience m'a permis d'apprendre énormément, à la fois sur la gestion de crise globalement et puis sur le rôle de la com en interaction avec les autres directions, comme vous le mentionniez, Hubert. Et donc j'en ai tiré 4 enseignements. Le premier est évident, donc je le développerai même pas, c'est qu'évidemment un gestionnaire de crise vaut mieux qu'il soit calme et qu'il ait une bonne résistance nerveuse. Ça aide évidemment dans les périodes les plus agitées et les plus compliquées pour prendre les bonnes décisions. Le deuxième enseignement et la deuxième qualité du gestionnaire de crise, à mon sens, c'est d'avoir le sens de l'intérêt général de l'entreprise par rapport aux intérêts individuels de ses organisations et de ses dirigeants. Parce qu'on s'aperçoit que l'importance de la transversalité est accrue en gestion de crise, parce que les crises exacerbent les différences d'intérêts, les réflexes de protection, les rivalités, tout simplement parce que les crises exacerbent le stress et du coup les émotions de chaque membre de l'entreprise. Troisième leçon et troisième qualité du gestionnaire de crise, c'est d'avoir une certaine disposition qui lui permet de ne pas hésiter à dire des choses qu'ils n'ont pas envie d'entendre aux dirigeants. Parce que souvent dans les crises, évidemment, il se passe beaucoup de choses qui vont à l'encontre du déroulement idéal d'un plan stratégique ou même d'un plan opérationnel. Et il est important que les dirigeants soient au courant, y compris de ce qui ne va pas leur plaire, et qu'ils soient aussi confrontés à des choix décisionnels qui soient clairs et qu'on ne se mette pas dans la posture de leur dire ce qu'ils ont envie d'entendre, parce que là, c'est vraiment délétère dans ce type de situation. Et puis dernier point, probablement plus important évidemment pour moi qui était un communicant quand j'assumais ce rôle, et un communicant par définition ça sert rien sur rien, mais qui est vrai pour tous les types de compétences qui se retrouvent à gérer des situations de crise. En situation de crise, on gère des dimensions extrêmement diverses. Je l'ai dit, des dimensions commerciales, business, financières, juridiques, techniques, sociales et autres. Et évidemment, aucune personne n'est compétent sur tous ces domaines de manière égale. Donc, la quatrième qualité d'un gestionnaire de crise, je dirais, c'est d'être lucide sur son incompétence. Elle peut être complète, comme dans mon cas, elle peut être partielle pour ceux qui viennent du domaine juridique, financier et autres. Et donc, le rôle d'un gestionnaire de crise, à mon avis, ça n'est pas d'être compétent sur tous les domaines, c'est par contre d'organiser la gestion de la crise, donc d'avoir une approche et une valeur ajoutée, notamment méthodologique. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire recueillir les informations les plus pertinentes. En gestion de crise, on prend des bonnes ou des mauvaises décisions en fonction des informations qu'on recueille, qu'on fait passer au PDG pour les décisions ultimes, etc. Et ça veut dire traiter aussi ces informations, les trier, les hiérarchiser, etc. Ça veut dire ensuite les faire circuler. Et moi, j'ai appris de mon passage chez Microsoft que Bill Gates a un précepte à ce sujet. Bill Gates dit toujours les mauvaises nouvelles doivent circuler plus vite que les bonnes. En situation de crise, évidemment, c'est encore plus vrai. Et puis ensuite, une fois qu'on a géré ce cycle de l'information, c'est aussi avoir la meilleure méthodologie et le meilleur processus en place pour la prise de décision. Le rythme de la prise de décision, à quel moment faut-il prendre les décisions ? Parce qu'évidemment, tout ça en gestion de crise est absolument décisif. On peut prendre la meilleure décision du monde si on la prend trop tard, ou si on la prend trop tôt d'ailleurs. Ça peut largement handicaper la gestion de crise. Quelles sont les personnes qui doivent être impliquées dans la gestion de crise, dans le recueil des informations, auprès de quelles personnes on doit s'abreuver en informations, et quelles sont les personnes qui doivent être impliquées dans les débats sur les prises de décision. Si on n'en implique pas assez, on risque de rater des dimensions de la crise. Si on veut impliquer tout le monde, on n'est pas efficace. Et puis, comment on organise le débat autour de ces prises de décision afin qu'elles soient efficaces, mais que aussi tous ceux qui doivent être impliqués se sentent impliqués et se sentent donc engagés dans ce qui va être décidé. Et puis dernière partie, aussi la bonne méthodologie pour surveiller les applications, l'application des décisions qui vont être prises.
Moi, je me réfère toujours à une citation d'Atatürk que j'avais lue il y a très très longtemps, qui disait que celui qui applique une décision, au fond, a davantage de pouvoir que celui qui la prend. Et donc, évidemment, c'est vrai dans le monde nominal de la vie d'une entreprise, c'est encore plus vrai dans une gestion de crise où la moindre application d'une décision peut faire la différence. Et puis après, ou avant d'ailleurs, pour être plus précis, la gestion de crise, c'est comme le sport. Une compétition, ça se gagne beaucoup à l'entraînement, et une gestion de crise, ça se gagne beaucoup en amont. Il faut préparer notamment tous les processus des plus importants, c'est-à-dire la stratégie de gestion de crise, aux éléments qui peuvent paraître les plus banalement anodins, c'est-à-dire la logistique, la salle de crise, la mise au clair de tous les contacts des gens qui peuvent être potentiellement impliqués. Parce que tous ces petits éléments de détail qui peuvent paraître anodins, encore une fois, c'est ceux qui vont faire gagner ou perdre beaucoup de temps lorsqu'une crise va éclater et qu'on va pas avoir les bons éléments logistiques ou opérationnels qui sont prêts. Et c'est pour ça aussi que, en gestion de crise, on recommande toujours de tester régulièrement les processus et les équipes concernées pour s'assurer que les processus sont à jour et que les équipes concernées savent les pratiquer, les utiliser et les mettre en œuvre une fois que ce sera utile et indispensable pour une bonne gestion de crise. Eh bien, merci pour ce Vademecum qui a l'avantage d'être synthétique et incarné dans une expérience. Il y a un point que vous n'avez pas évoqué et qui est la question du dirigeant ou des dirigeants et de leur rôle en tant que modèle peut-être en termes d'attitude pendant la crise. Alors, le rôle des dirigeants pendant les crises, il est évidemment décisif parce que le dirigeant incarne à la fois vis-à-vis de l'extérieur l'entreprise et sa réponse à la crise, et il incarne vis-à-vis de l'interne, encore de manière plus forte ces éléments. Alors peut-être avant de tirer des leçons, on peut prendre deux exemples, Hubert, si on a le temps, parce qu'il y a deux exemples qui sont très emblématiques à ce sujet et qui ont fait un peu date, si j'ose dire, dans l'histoire de la gestion de crise. Le premier, il date du début des années 80, de 1982 pour être exact. Et c'est la crise de Tylenol, qui était un produit antalgique de Johnson & Johnson. Et alors pourquoi cette crise a fait date ? Parce que en fait, le dirigeant de l'entreprise a décidé d'appliquer le principe que j'évoquais tout à l'heure et qui est un principe que j'ai évidemment pas inventé, mais qui est un principe qu'ils ont un peu inventé chez Johnson & Johnson, c'est-à-dire vaut mieux en faire trop que ne pas en faire assez. Alors pour expliquer un peu ce qui se passait, en fait, il y a quelqu'un qui a mis du cyanure dans des flacons, dans des gélules du médicament Tylenol, elle-même véhiculée et produite dans des flacons. Et donc sur la durée de la crise, il y a eu 7 morts qui ont ingéré donc ces gélules qu'elle pensait riches en paracétamol et qui étaient aussi malheureusement riches en cyanure. Et donc ce qu'ont fait les dirigeants de Johnson & Johnson, c'est que au lieu de chercher à se protéger ou à se soustraire à cette crise dont il n'était pas du tout responsable pour le coup, parce que c'était vraiment une crise exogène, ça n'était pas un défaut de production qui aurait créé la dangerosité de ce produit. Et c'était un produit en plus qui était extrêmement important pour Johnson & Johnson parce qu'il représentait à l'époque 17% du résultat net de tout le groupe Johnson & Johnson sur ce seul produit. Donc au lieu d'essayer de se protéger, en fait, les dirigeants du groupe ont tout fait pour gérer au mieux la crise et protéger leurs clients. Donc je donne quelques exemples. Numéro 1, ils ont pris des mesures nationales. Tout ce que je vais vous expliquer, ils ont pris des mesures nationales au lieu de se contenter de mesures locales, étant donné que la crise, en termes criminels par rapport à l'insertion du cyanure, a été limitée à la région de Chicago. Donc ils auraient pu dire on va commencer par la région de Chicago, puis après on verra si ça s'étend au niveau national. Ils ont fait dès le départ une gestion nationale. Ils ont utilisé les médias, comme je le disais, non pas pour se dédouaner et expliquer qu'ils n'étaient pas responsables de la crise, mais pour alerter au maximum les consommateurs sur les risques qu'ils encouraient, et ce, encore une fois, au risque d'affaiblir la marque du produit et potentiellement la marque du groupe. Et puis après, ils se sont dit, nous, notre première responsabilité, c'est celle de nos clients. Donc ils ont arrêté immédiatement la production de Tylenol, ils ont retiré tous les produits du marché, ils ont retiré pour l'équivalent de plus de 100 millions de dollars de produits Tylenol du marché. Ils ont organisé un rappel
comme je le disais en passant beaucoup par les médias, de tous les produits achetés par les consommateurs. Il y a eu plus de 31 millions de flacons qui leur ont été rapportés et ils leur ont fourni à tous ces consommateurs des produits de remplacement. Et donc, en fait, comme je l'expliquais, ça a été le premier épisode de gestion de crise où on a eu un programme de réponse à la crise aussi radical. Et la part de marché de Tylenol a chuté extraordinairement fortement, parce qu'elle est passée de 35% à 8%. Et beaucoup d'observateurs à l'époque ont dit voilà, c'est Johnson & Johnson va trop loin, et en fait, ils vont tuer la marque Tylenol. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que ils ont réintroduit après quelques temps le produit Tylenol, mais le produit Tylenol, au lieu d'être impacté négativement par la crise, il bénéficiait d'une confiance énorme parce que les clients de Johnson & Johnson savaient qu'ils feraient tout pour les protéger. Et notamment, cette réintroduction a été mise en place dans le cadre de l'introduction d'un nouveau flacon avec une fermeture à triple sécurité qui était une première mondiale, et du coup, ça a permis à Johnson & Johnson de redresser sa part de marché en 1 an et de redresser son cours de bourse en 2 mois. Et ce qui est intéressant, pour conclure sur cet exemple, c'est que, et ça revient à ce que je disais tout à l'heure par rapport au sens, c'est que en fait, cette priorité donnée aux clients potentiellement au détriment de la rentabilité du groupe, elle était assise sur les fondations du groupe et sur un peu le credo qui avait été écrit par Robert Johnson lui-même en 1943, qui était justement de donner la priorité aux clients. Donc ça, c'est le rôle positif d'un dirigeant d'entreprise dans la gestion de crise. En regard de ça, on a le rôle négatif, on a la crise ratée. On parlait tout à l'heure, Hubert, comment certaines entreprises peuvent-elles commettre de telles erreurs. La crise probablement la plus mal gérée de ces 15 dernières années est évidemment celle de BP avec l'explosion de sa plateforme pétrolière Deepwater Horizon au large de la Louisiane, qui a fait 11 morts et puis qui a généré une immense marée noire. Et donc là, on a eu la réaction tout à fait inverse de celle de Johnson & Johnson, c'est-à-dire que BP, ils ont pris aucune responsabilité. Ils ont commencé par blâmer leurs sous-traitants. Ils ont ensuite cherché toutes les excuses possibles au lieu de s'excuser pour la catastrophe humaine, environnementale, animalière, etc. qu'ils créaient. Ils ont menti aussi à plusieurs reprises sur la quantité de pétrole qui s'échappait de la plateforme dans l'océan. Et donc évidemment, comme je le disais tout à l'heure, ils n'ont pas pu créer ainsi de confiance dans la capacité du groupe à agir. Et cette attitude était d'autant plus surprenante que BP s'était rebaptisé il y a plusieurs années Beyond Petroleum et en fait se présentait depuis une dizaine d'années comme un parangon de vertu environnementale. Cette absence d'empathie, cette absence de compassion humaine et animale, avec des communications qui avaient toujours l'air d'avoir été rédigées par des avocats, et j'ai rien contre les avocats parce que j'ai travaillé avec beaucoup d'avocats pendant des journées et des nuits sur la gestion de crise. Mais voilà, il faut pas remplacer une profession par une autre. Et évidemment, cette crise est aussi connue pour peut-être la déclaration la plus catastrophique de l'histoire de la communication de crise, qui est le fait du PDG de BP, Tony Hayward, qui a déclaré à un moment, voilà, je voudrais récupérer ma vie d'avant la crise. Bon, donc il a récupéré quelques mois après sa vie d'avant la crise, c'est-à-dire qu'il a été conduit à démissionner. Mais évidemment, c'était la déclaration la moins empathique qu'on pouvait imaginer, alors que des communautés entières dans le golfe du Mexique étaient impactées en termes d'emploi, de revenus, que les animaux aussi, que toute la faune et la flore souffraient catastrophiquement. Et donc, on voit en fait que il est illusoire pour des communicants de penser qu'ils peuvent corriger par une bonne communication une mauvaise gestion de crise. Et la plupart du temps, d'ailleurs, on voit que une mauvaise gestion de crise s'accompagne, comme dans le cas de BP, d'une mauvaise communication, parce que l'origine est la même dans l'approche managériale et l'approche stratégique. Alors pour terminer sur le rôle des dirigeants, on a beaucoup parlé de communication externe dans notre entretien, Hubert. Je voudrais aussi un peu parler de communication interne, qui est une facette très importante de la communication de crise, et donc peut-être insister sur le rôle des dirigeants en termes de communication interne dans la gestion de crise. Qu'évidemment, en gestion de crise, il y a des enjeux de continuité d'activité, il y a des enjeux business, il y a des enjeux stratégiques, mais il me semble qu'un des enjeux les plus importants, sinon le plus important, c'est l'enjeu humain à l'égard des collaborateurs qui sont concernés dans le groupe touché par la crise.
Et d'ailleurs, pas seulement de ceux concernés directement par la crise, mais évidemment de tous les collaborateurs de l'entreprise concernée. Et donc à cet égard, il me semble qu'une communication interne de leader en période de crise, du PDG au manager intermédiaire, doit accentuer certaines caractéristiques qu'une bonne communication interne doit avoir de tout temps. Alors évidemment, il faut moduler les différentes caractéristiques que je vais citer en fonction de la nature et de la gravité de la crise. Mais en général, il me semble qu'une communication d'un dirigeant en temps de crise doit être encore plus empathique qu'en temps normal, parce qu'il doit prendre en compte le traumatisme potentiellement créé par la crise au sein de ses troupes. Et on le voit bien en ce moment avec toutes les conséquences de la crise du Covid sur les collaborateurs des entreprises, le monde du travail, etc. Et cette empathie, elle veut dire aussi que le dirigeant d'entreprise doit peut-être un peu moins personnaliser sa com, et s'il est très charismatique, peut-être moins faire œuvre de ce charisme, pour encore être plus dans l'empathie vers ses collaborateurs. La seule méthode ou la seule occurrence, à mon sens, où il doit peut-être avoir une com très personnalisée, c'est s'il fait preuve de vulnérabilité et qu'il est prêt à partager l'impact de la crise sur lui-même, un peu ce qu'a fait le PDG de Marriott, évidemment à contre-courant et à contresens, mais ça peut être quelque chose de très utile pour les collaborateurs d'une entreprise de découvrir que leur patron sait être vulnérable et sait communiquer sur ce que lui ressent aussi en période de crise. On l'a dit pour la com externe, mais ça vaut évidemment pour la com interne. La communication doit être encore plus honnête et transparente en période de crise qu'en temps normal, si c'est possible. Et un autre élément très important dans la communication et le comportement des dirigeants, c'est l'exemplarité. On ne peut pas, en période de crise, encore moins qu'en période normale, appliquer une stratégie du faites ce que je dis, faites pas ce que je fais. Il y a eu un exemple récent il y a quelques semaines sur le directeur de la santé publique écossaise qui prenait le confinement à la télévision et qui se rendait dans sa résidence secondaire en période de confinement. Ça, évidemment, c'est délétère en termes de confiance, en termes d'image et en termes d'engagement des collaborateurs pour suivre leur patron. Là, comme je l'ai dit tout à l'heure aussi, doit être d'autant plus inclusive qu'on est en période de crise, parce que la sortie de crise se fera de manière solidaire et collective, ou elle ne se fera pas bien. Donc, il faut dépasser les silos horizontalement au sein de l'entreprise, et il faut essayer de dépasser les niveaux verticalement aussi au sein de l'entreprise. Et puis je l'ai évoqué tout à l'heure, donc je développerai pas très longtemps, mais il est très important de donner du sens à la crise. Parce qu'une crise crée au minimum de la désorientation, au pire du chaos au sein de l'entreprise. Et donc il est important que la parole performative et prescriptive du dirigeant de l'entreprise donne du sens pendant la crise à ce que veut dire cette crise. Et puis comme je l'ai évoqué tout à l'heure, prépare la sortie de crise en imaginant ce que l'entreprise et son environnement peuvent devenir après cette crise. Alors tout à l'heure, vous avez parlé de raison d'être. Chez Parole de Leader, nous sommes passionnés par le rôle social des entreprises en général. Magnifique, nous partageons ça. On sait que de manière générale, toutes les entreprises qui sont attentives à leur notation environnementale, sociale, sont plutôt des entreprises qui surperforment. On l'a vu avant la crise, puisque Bloomberg l'avait rappelé. Mais même pendant la crise, au plus fort de la crise, on a par exemple des chiffres de Bank of America, Merrill Lynch, qui indiquent que les entreprises les plus sociales surperforment de 5 à 10 points, ce qui est quand même pas peu, en bourse par rapport aux indices de référence. Est-ce que dans le domaine de la gestion de crise et de la communication de crise, est-ce que vous notez, alors que ce soit en France ou à l'international, est-ce que vous notez une corrélation entre l'orientation sociale et environnementale d'une entreprise et cette performance ? Alors, numéro un, Hubert, on partage ce constat. Et les données que vous communiquez sont tout à fait intéressantes et illustratives de cette conviction qu'on est de nombreux à avoir, mais qui évidemment est plus forte si elle est assise sur des données. Il y a une autre étude que je voudrais mentionner. Je parlais de l'étude Edelman, Trust Barometer tout à l'heure. Il y a une étude d'origine française, mais d'assiette mondiale, qui est aussi très intéressante sur ce sujet, qui est l'étude Meaningful Brands de Havas, qui est une étude qui montre, là aussi avec une ancienneté, une antériorité très importante, que les marques porteuses de sens, là aussi, surperforment
surperforme en termes de valorisation boursière, surperforme en termes d'engagement des collaborateurs, etc. Et évidemment, les marques génératrices porteuses de sens, généralement, sont des marques qui ont des problématiques d'engagement sociétal fortement ancrées dans leur sein. Après, quand on fait la liaison avec la com, le risque qu'on a toujours, et c'est ce que j'évoquais de manière un peu détournée dans mon propos en introduction, c'est de confondre les marques qui communiquent sur ces sujets avec les marques qui agissent sur ces sujets. Et on revient un peu à mon néologisme de communication et communique-action. Et c'est là où la crise actuelle est intéressante parce que, et c'est ce que je voulais dire tout à l'heure quand je parlais de juge de paix, on va voir vous savez, Warren Buffett dit toujours sur les marchés financiers, quand la vague se retire, on s'aperçoit de ceux qui portent pas de maillot de bain. C'est un peu pareil sur l'engagement sociétal des marques quand la vague du Covid va se retirer, parce qu'on aura vu celles qui ont communiqué plus ou moins lourdement et plus ou moins subtilement depuis 2-3 ans sur leur raison d'être, leur engagement, etc. Et puis qui n'auront rien fait de cohérent avec cet engagement pendant la crise, et puis ceux qui font beaucoup, mais qui peut-être communiquent de manière moins forte ou moins importante. Il y a un mouvement très important qui est parti des États-Unis et qui se développe dans d'autres pays, qui est notamment incarné en France par le groupe Danone, qui est le mouvement des B Corp. Qui sont des entreprises dont en fait, si je résume de manière lapidaire, pour lesquelles la raison d'être l'emporte sur la rentabilité dans la définition de leur activité et y compris la définition de leurs risques légaux. C'est-à-dire qu'une B Corp, une entreprise normale aux États-Unis peut être attaquée par certains de ses actionnaires parce qu'elle aurait mis en danger de manière inutile sa rentabilité et donc le retour sur investissement pour ses actionnaires. Une B Corp, à l'inverse, peut être attaquée parce qu'elle aurait pris des mesures ou mis en œuvre des actions qui vont à l'encontre de la raison d'être qu'elle affiche. Donc c'est un retournement de logique. Danone en France donc ambitionne d'être un des plus grands groupes B Corp dans la prochaine décennie, et Danone a géré la crise du Covid, par exemple, en ne prenant pas les soutiens financiers de l'État pour le chômage partiel, ou en prenant d'autres mesures qui correspondent à cette approche, encore une fois, très engagée de ces entreprises. Donc c'est un communicant qui le dit, il faut toujours faire attention à ce que les entreprises communiquent et regarder ce qui se passe derrière. Et c'est là où les réseaux sociaux ont une grande valeur, parce que évidemment sur les réseaux sociaux, toutes les parties prenantes de l'entreprise peuvent s'exprimer et on a donc accès à beaucoup plus d'informations pour surveiller ou vérifier la validité de leurs affirmations et de leurs assertions qu'on ne pouvait l'avoir avant, et donc c'est une des valeurs ajoutées parmi d'autres valeurs ajoutées et d'autres inconvénients du web social. Merci Christophe. Avec plaisir Hubert, je vous en prie, merci à vous de m'avoir invité. Alors merci à Christophe Lacnit pour ce point de vue personnel, très structuré et très argumenté sur ce sujet très important qui est le rôle de la communication au moment d'une crise, au sein des organisations et en particulier au sein des entreprises. Sur ce sujet, je renvoie bien évidemment nos auditeurs à la toute nouvelle édition du Communicator, parue aux éditions Duno. Je vous conseille également le site superception.fr, où vous trouverez des interviews, des talks TEDx, et où vous pourrez vous abonner à la newsletter hebdomadaire concoctée par Christophe. Je suis Hubert Calais d'Amato et je vous rappelle que nous sommes sur Parole de Leader, la plateforme média qui permet aux leaders professionnels de prendre la parole sur le terrain du business, de l'économie ou de la société. Je vous dis à très bientôt sur paroledeleader.com.